Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver dans ce deuxième épisode de Cocon de vie. Tout d'abord, vraiment merci pour vos retours sur le premier épisode. Ça fait vraiment plaisir de voir que vous aimez, tout simplement. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Elodie. Coucou Elodie. Coucou. Alors, comment tu vas? Bah écoute, ça va, je suis un peu stressée, mais ça va. Ça va aller, tu vas voir. Bon, je te laisse quelques minutes pour te présenter. Allô? Ok, du coup je m'appelle Elodie, j'ai 24 ans, bientôt 25 et je suis maman d'un petit Arès qui a aujourd'hui 6 mois. Bientôt 7. Ça grandit beaucoup trop vite. Ouais. Alors, du coup, on va commencer un petit peu par parler de ta grossesse un petit Ouais. peu, et puis après on en suivra un peu sur ta nouvelle vie de maman. Nouvelle maintenant, ça y est. Ouais, je commence à... à être un peu rodée, mais bon, il y a encore des choses qui sont un peu floues, Donc du coup, ton petit loup a 7 mois aujourd'hui. À quel moment tu te dis je veux un enfant? Est-ce que c'est un truc qui a toujours existé chez toi ou pas? Ouais, plus ou moins, c'est quelque chose qui a toujours été, je vais pas dire prédominant, mais Si vous entendez des petits bruits, c'est le loup derrière. Hein. ça a toujours été quelque chose qui revenait en fait, même dans mon adolescence et tout ça, c'est quelque chose dont je parlais souvent. Mais voilà, c'est vrai que quand j'ai connu Raphaël, quand on avait moi j'avais 19 ans à l'époque, ça a été une évidence quasiment. Tu savais que ça serait avec lui? Alors, je le savais, mais je savais que ça allait pas être tout de suite. Ok. Parce que lui était clairement pas prêt, il était pas... En fait, à la base, quand je l'ai connu, il voulait pas de copine, il voulait pas... Enfin, vraiment, il était dans un moment de sa vie où il était genre nos relations... Ouais, je vais m'amuser. Ouais, c'était pas de sérieux, rien du tout. Et au final, quand je l'ai connu, donc on s'est d'abord liés d'amitié. Et après, tout de suite, ça s'est fait assez rapidement. Et il s'est mis ok avec moi, entre guillemets, du coup, en décembre 2023. Et je Donc suis ça tombée faisait combien de enceinte. temps que vous étiez ensemble? Ça faisait 4 ans, ça allait faire 5 ans. Ok. Et je suis tombée enceinte mi-janvier. Ah oui, donc ça a été hyper Ouais, vite, en fait, j'avais arrêté la contraception, je suivais mes cycles avec l'application Flow, je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, je vois. Et en fait, j'ai arrêté du coup de faire attention, etc. Et en fait, 8 février, du coup, je fais un test de grossesse, j'avais du retard positif. Donc c'est le retard qui t'a alerté. Ouais. T'avais pas d'autres symptômes? Alors, je m'en étais pas aperçue, mais j'étais plus fatiguée que d'habitude. J'avais des dégoûts alimentaires, mais alors. Ah ouais? Un jour, je faisais à manger et je cuisinais des champignons de Paris frais. Ouais. Et en fait, je sais pas si tu vois, mais sur les champignons, il y a des espèces de petits poils. Ouais, non, mais dans tous les cas, les champignons, ça me dégoûte alors. Ah, voilà. Et donc, en fait, je coupe les champignons. Ouais. Et je me rappelle, j'étais au téléphone avec ma mère et je lui dis: oh là là, je me sens pas bien, j'ai envie de vomir, je coupe des champignons, ça me dégoûte. Et ma mère, premier truc qu'elle me dit, c'est: t'es pas enceinte? Je lui dis: mais non, je vais avoir mes règles, tout va bien. Et elle Une savait semaine que après, t'étais en congé bébé, toi? alors, on n'en avait pas vraiment parlé, elle le savait comme ça, je lui avais balancé, mais c'était pas fixe, Ouais, c'est quoi. pas un sujet. Ok. Et une semaine après, je fais mon test de grossesse positif, quoi. Donc en fait, et quand j'y ai repensé, je me suis dit: ok, mais en fait, c'était Ouais, ça. elle avait raison. C'était ça, De ouais, toute façon, on le dit, les mamans, elles le sentent. Hein. Exactement. Donc, D'ailleurs, elle m'a, le lendemain de mon test, je l'appelle, elle me dit: comment ça va aujourd'hui? Je lui dis: écoute, je suis fatiguée, mais tout va bien. Elle me dit: oui, t'es fatiguée parce que t'es enceinte. Ah. Et je lui dis: t'as eu Raphaël en fait entre temps? Elle me dit: pas du tout. Et je lui dis: mais comment tu sais? Elle me dit: je l'ai vu quand je t'ai vu la dernière fois, ça se voit. Ah oui, d'accord. Bon, merci. T'aurais pu me dire, j'aurais économisé 15 balles à la pharmacie, en fait. Du coup, j'allais te demander si t'avais attendu les 3 mois pour annoncer à la famille, mais c'est la famille qui te l'a annoncé. C'est exactement, voilà. Moi, ma mère me l'a dit, du coup, que j'étais enceinte, c'était génial. Ah non, j'adore. Voilà. Et du coup, comment tu l'annonces à Raphaël? Alors, j'ai fait le test, il était parti faire des courses. Et en fait, j'avais posé le test vraiment sur la table à manger, genre vraiment le truc était posé là. Et donc j'étais encore sous le coup de l'émotion et je faisais genre, je regardais la télé. Il est rentré et en fait je le filmais discrètement. Ouais. Et je lui ai dit: tu peux regarder sur la table, je t'ai posé quelque chose et tout. Il se retourne pour attraper ses chaussures dans le couloir. Il se retourne, il me dit: mais non. Et du coup j'ai compris. Il savait que t'allais faire un test? Ouais, en fait je lui avais dit que j'avais du retard. Mais du coup je lui avais dit que j'attendrais le lendemain matin pour faire le test. Et au final, quand j'ai lu la notice, j'ai vu qu'à partir du premier jour de retard, je pouvais déjà le faire. Ouais. À n'importe quel moment de la journée du coup. Et effectivement ça a été... La ligne s'affichait avant la ligne témoin, tu vois, c'était vraiment... Ouais, donc c'était positif, enceinte. ouais. Et du coup, t'étais enceinte de combien de semaines à ce moment-là? J'étais enceinte d'environ 3 semaines.
Ouais. quand je l'ai su. T'as fait une prise de sang derrière? Ouais, le lendemain matin, j'ai même pas attendu de voir le médecin. Hein. J'étais tellement contente, j'ai foncé au labo le matin parce qu'en fait j'ai pas dormi de la nuit tellement j'étais surexcitée à l'idée de devenir maman. Et ça t'a pas fait peur du coup que ça arrive aussi vite après? Non, j'étais. En fait, c'était tellement quelque chose que j'attendais, c'était vraiment un truc depuis gamine, je te dis vraiment, c'est quelque chose qui. Tu savais que t'allais. Ouais, c'était vraiment une évidence. Et en fait, quand je l'ai su, je me suis dit, ça y est, là, Hello, c'est ton tour. Genre, c'est vraiment. Donc. Donc t'as foncé à la prise de direct, j'ai même pas attendu. Et pour te dire, j'ai même avant de voir la sage-femme pour la première fois qui m'a suivie pendant ma grossesse, je savais que toutes les 48 heures, le taux de bêta-HCG était censé augmenter, doubler. Bah, j'ai 48 heures après, j'ai été refaire une prise de sang pour m'assurer de moi-même que le taux augmentait. T'étais déjà bien renseignée. Et donc à ce moment-là, tu l'annonces à ta famille? Alors, j'ai pas annoncé tout de suite, du coup la première personne à savoir c'était ma maman puisqu'elle a deviné. Raph a appelé du coup derrière sa maman parce que forcément vu que ma maman était au courant, on s'est dit voilà. Et ensuite ça a été mon papa, je lui ai annoncé en vidéo donc en fait je lui ai rien dit puis je lui ai juste montré le test. Donc il a fondu en larmes, il était très content, c'était quelque chose qu'il attendait depuis. Parce que ma sœur a eu des enfants jeunes. Et du coup, son premier c'était à 20 ans. Et moi, du coup, là j'ai 24. Et quand je suis tombée enceinte, j'avais encore 23. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui revenait beaucoup sur la table, puisque ça faisait un moment que j'étais avec Raph et tout ça. Donc ça me trottait dans la tête. Et donc, t'as pas senti ça comme une pression? Non, parce que moi je savais que j'en voulais, je savais que j'étais prête, mais c'était Raph en fait. Et je voulais pas que lui soit pressé. Et je voulais pas l'oppresser justement à allez s'il te plaît viens on fait un bébé, non. Et du coup comment se passe le début de ta grossesse, ce premier trimestre qui est parfois un peu chaotique? Voilà, vomissement, mais donc je suis tombée enceinte à peu près aux alentours du 18 janvier de ce qu'on m'a dit. Jusqu'à à peu près 1 mois et demi de grossesse ça allait et en fait du jour au lendemain je pouvais plus rien manger. Mais tout me dégoûtait, mais vraiment quand je te dis tout, c'est des pâtes nature, hein, même sans beurre. Juste d'y penser, en fait, j'avais même pas besoin de les voir ou de les sentir, c'était d'y penser, je pouvais vomir. Ah oui. Et je me souviens d'un jour où j'ai eu une envie de petit wrap chez McDo, donc Raph a foncé direct parce que je mangeais plus rien en plus. Il m'en ramène 2, je les mange. Je me pose comme ça dans le canapé. Et je regarde Raph, je dis oh, ça va pas. Ils ont pas fait mon feu, hein, les petits wraps. Du coup, t'as perdu du poids dans le début de ta grossesse? Alors, j'ai perdu 2 kilos, mais au final, pas tant que ça, parce que du coup, en fait, j'arrivais à manger que des bretzels. Vraiment, la nourriture, mais c'est vraiment hyper bizarre. Et alors après, j'ai réussi à manger des ficellos. L'alimentation la plus équilibrée de France. Et je buvais de l'eau. Voilà. L'eau gazeuse, très important quand vous êtes malade en début de grossesse. Ça m'a sauvée. Je savais pas que je mangeais je buvais du coup quasiment que ça parce qu'en fait ça me permettait pas de rôter, mais je sentais que ça travaillait, que ça passait, tu vois. Ça... Et t'as eu des médicaments, des choses comme ça? J'ai eu un médicament, alors je me souviens plus du nom, mais je le prenais de manière. C'est pas Cariban, un truc comme ça? Je crois que c'était ça. Moi j'ai eu de la chance par contre, arrivé 2e trimestre, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté direct Alors pas direct, parce que en fait moi c'était souvent le matin, vraiment au réveil, en fait vu que j'étais à jeun. Parce que moi ce qui me provoquait souvent mes vomissements, parce qu'en plus je pouvais rien bouffer, mais non seulement je pouvais rien manger, mais en plus être à jeun ça me faisait vomir. C'était cool, Tato! Franchement, mais j'ai très bien vécu ma grossesse. Je retomberai enceinte les yeux fermés, vraiment. Mais juste le début un peu chaos, mais t'as vraiment eu tous les stéréotypes de la grossesse. Exactement. Et en plus, ce qui est très drôle, c'est que au tout début, quand j'ai su que j'étais enceinte, je me disais, punaise, j'ai aucun symptôme. Presque j'étais triste, tu vois. Je me disais, les petites nausées matinales. J'ai pris tard, ils sont derrière. Bien romantisé, mais vraiment. On m'a dit, à toi, tu veux des nausées? Pas de soucis, t'inquiète. On va te donner. Vraiment, là j'ai eu la totale. Et la fatigue?
Fatigue, ouais, mais je l'ai moins ressenti juste le soir, arrivé 20h, il n'y avait plus personne. Hein. Aux heures des poules, moi je quittais la table, hein. C'était fini. Rafi faisait à manger, le temps de me ramener mon assiette, j'étais déjà capoute. Hein. Ah ouais, c'était compliqué. Hein. La fatigue au premier trimestre. Ouais, mais ça, généralement, vers le deuxième, ça va un peu mieux. Tu t'as senti au deuxième? Ouais, j'ai ressenti. Alors, j'ai retrouvé du peps, et puis du coup, vu que j'étais très malade le premier trimestre, je ressemblais à rien en fait. Je me laissais complètement aller, puis maquillage, puis je m'habillais en jogging limite. Enfin, j'allais bosser, j'étais un zombie, vraiment, c'était l'enfer. Et deuxième trimestre, ça y est, en plus, j'avais le petit bison qui ressortait, donc ça a commencé au deuxième trimestre. Ça a commencé à sortir assez vite et j'étais contente parce qu'on m'avait du coup dit que premier, souvent, ça se voit pas tout de suite. Ça peut être plus long, et que généralement, ça se verrait sur les 5e, 6e mois parfois même. Et moi, 3 mois et demi, 4 mois déjà, j'avais un petit bidon. Et à partir de quand tu sens le bébé bouger? Je l'ai senti, c'était début mai, je me rappelle parce que j'étais à mon rendez-vous, alors c'est très drôle parce que c'est mon moyen mémotechnique, c'était le rendez-vous avec le médecin du travail. Ok. Et en fait, j'étais en train d'attendre et je sens vraiment un petit paf quoi, tu vois, un petit... Vraiment un coup sec. Alors c'était pas un coup sec encore, mais ça faisait un mélange entre un petit coup sec et des petites bulles. Ah j'ai eu ça, j'ai eu le coup des bulles. Et je dis oh là là, et je me dis ça y est, je le sens bouger. Et ça a été après crescendo et jusqu'à mon ventre table basse, comme je l'appelle, à la fin de la grossesse. Et les échos, comment ça se passe? Tu les vis comment? Alors, premier écho, pleurs. Pleurs de joie, pleurs de ça y est, j'entends son cœur pour la première fois. Et puis de voir ce tout petit haricot là, tout mignon. Toi, la première écho, c'était l'écho de datation ou t'as eu une écho avant? J'ai eu écho de datation. Alors, en tout premier, ouais, si, j'ai eu que l'écho de datation. Et après, j'ai eu l'écho du premier trimestre qui a suivi, du coup, 2 semaines après ou 3 semaines après l'écho de datation. Ok, et du coup, donc pour la première écho, t'entends son cœur? J'entends son cœur, je vois vraiment, mais alors c'est tout petit, hein, oui. Tu vois, le cordon paraît énorme d'ailleurs à côté. Puis je vois du coup juste le petit mouvement du cœur et puis on l'entend. Oui. Et là arrive l'écho du T1 où j'ai l'impression qu'il est immense. À l'écho, alors ouais, ils grandissent beaucoup. Ouais, on voit la tête. Et d'ailleurs, alors je sais plus si c'est la première ou l'écho du T2 où en fait Arès met un coup de pied et littéralement il monte ses fesses quoi. Ah ouais. Mais vraiment en mode on veut le regarder et puis paf il met vraiment un coup sec comme ça avec son pied. Et pouf, on le voit, il se tourne comme ça et puis il nous montre son dos et ses petites fesses. Je me montre. Une star. La star qui pensait être, il l'était quoi. C'était vraiment... J'adore. Alors, on avait une petite pause pour aller chercher nos petits monstres. Du coup, donc, tu nous disais que vous le voyez bien bouger au moment des échos qui montrent même ses petites fesses. Ouais, ça, vraiment dès le début. Alors, autant moi je le sentais pas forcément encore bouger, mais on voyait déjà que c'était un bébé qui était assez actif. Ou d'ailleurs, la sage-femme échographiste à chaque fois nous disait dis donc, bébé est pas trop coopératif. Hein. Ah ouais. Elle galérait à voir ce qu'elle voulait voir et tout ça, enfin, c'était un peu compliqué. Et elle a réussi à voir le sexe quand même assez rapidement? Non, du coup c'était complexe pour voir le sexe et en fait l'échographie du T2, c'est là où on n'a pas appris tout de suite sa malformation, mais en fait l'échographie du T2... Du coup, on n'en a pas encore parlé, mais vous avez découvert qu'Arès souffrait d'une malformation. Ouais, cérébrale, ouais. À quel moment, du coup, vous avez appris un petit peu ça et en fait, pour te resituer un petit peu, donc l'échographie du deuxième trimestre, quand on y a été, moi je m'étais renseignée auparavant, je savais qu'ils allaient vraiment tout regarder dans les moindres détails, etc. Et je sais pas pourquoi, j'y étais avec une petite appréhension. Est-ce que c'est mon instinct effectivement qui m'a envoyé un petit signal, un petit truc? Et en fait, donc j'avais l'écho le matin et l'après-midi, je faisais ma gender reveal. Ah oui. C'était un gros risque. Je savais que, en fait, moi, au début, j'ai mis la source du stress sur le fait qu'elle ait du mal à avoir le sexe et qu'en fait, je le sache pas pour le jour J. Oui, ouais, je me suis pas dit qu'il aurait quelque chose, tu vois. Bah ouais. Et donc, elle fait l'écho, elle reste un moment sur le cerveau, sans me préciser pour autant ce qu'elle cherchait, en fait, si tu veux. Elle me dit, bon, fermez les yeux, je vais chercher le sexe. Donc on ferme les yeux et elle repasse encore au cerveau. Elle nous dit j'ai eu du mal à voir le sexe mais je l'ai vu parce que votre bébé croisait les jambes mais ça y est c'est bon je l'ai. Et donc elle retourne sur le cerveau, elle cherche, elle me dit écoutez j'arrive pas à voir ce que je cherche
Mais vous inquiétez pas, c'est une structure qui est compliquée à avoir et vu que votre bébé bouge beaucoup, c'est sûrement dû à ça. Ok. Donc je lui précise quand même parce que je me suis dit, mince, elle voit pas une structure du cerveau, donc c'est pas n'importe quoi. Et je lui précise qu'en fait ma gender reveal c'est l'après-midi même. Comme ça je me dis, dans ma logique, si c'est quelque chose de grave, elle va me dire de repousser ma gender reveal. Ouais. Tu vois, pour que je jauge, parce qu'elle me dit, je vois pas le corps calleux. C'est quoi le corps calleux? Oui, à ce moment-là, je connais pas du tout. Et je lui explique que ma gender reveal c'est donc cet après-midi. Elle me dit, ah ok, vraiment sans plus. Ok. D'accord. Elle m'explique qu'il y a rien d'urgent. C'est ça. Elle m'explique donc qu'elle va prendre rendez-vous avec l'hôpital où je suis censée accoucher pour avoir une échographie de contrôle supplémentaire. Elle m'explique que généralement ils la font le mercredi et que donc ça allait sûrement être le mercredi qui suivait puisque mon écho du T2 c'était un samedi. D'accord. Oui, donc il y a quand même un côté un peu urgent du fait qu'elle t'envoie directement. Voilà. Et en fait, si tu veux, quand je sors, je me mets à pleurer, en fait. Est-ce que toi, ton instinct de maman à ce moment-là sent qu'il se passe quelque chose? Ouais, parce que donc je me mets à pleurer et j'explique à Raph pourquoi je pleure. Il me dit mais non, et il a eu le même raisonnement que moi, c'est-à-dire qu'il me dit mais elle t'aurait dit de repousser, elle nous aurait dit de repousser la gender reveal en fait. Enfin. Ouais. Et j'ai une de mes meilleures amies qui m'appelle à ce moment-là et je lui explique. Et elle me dit, bah hello, stresse pas. Pareil, elle me dit, t'aurais dit de décaler. Enfin, franchement, c'est juste que, bah, visiblement, ton bébé bougeait beaucoup, quoi. Stresse pas. Oui, et puis ça peut être difficile à ce moment de développement de bien tout voir. Moi, je sais qu'on m'a déjà demandé de revenir parce qu'elle voyait pas des parties au niveau du cœur, etc. Bah, voilà. Donc, typiquement, puis vu que c'est mon premier bébé et tout ça, je savais pas trop. Enfin. Et j'ai une autre de mes meilleures amies qui, elle, a eu sa fille en 2023 qui me dit « Ah bah moi, ma fille, c'était pareil, il y avait un aspect des poumons qui voyait pas bien, donc ils m'ont demandé pareil de faire des examens supplémentaires. » Donc du coup, ça me déstresse un petit peu, je fais ma gender reveal, j'apprends que c'est un petit garçon. J'étais... C'est ce que t'avais une préférence alors, j'avais pas de préférence, mais je pensais que c'était une fille. Ok. Voilà. Ouais, vraiment, l'instinct était mais papa était pareil, hein. On était persuadés que c'était une fille. La majorité de nos invités pensaient que c'était une fille. Et c'était un petit boy. Petit boy. Donc du coup, on était très contents. Vraiment, moi j'étais aux anges. Carrément, j'ai sauté et tout. Mais bon, j'étais quand même enceinte de 4 mois. C'est ça. Tu vas à l'écho de contrôle et là donc j'y vais toute seule puisque Raph a pas réussi à se libérer et que voilà, pour lui c'était pas quelque chose. Oui, c'était pas une écho grave. Et en fait, quand j'arrive, déjà, c'est très bizarre parce que elles étaient 3 et je les entends discuter. J'entends pitié salpêtrière, j'entends amyosynthèse. Et en fait, sur le coup, vraiment, j'étais tellement, pour te dire à quel point j'étais déconnectée de ce qui m'attendait. Je pense en fait sur le coup qu'elle parle du dossier de la patiente précédente. Tu sais, qu'elle finisse en fait le débrief. Oui, tu penses pas qu'elle parle de ton truc Ou alors je me dis, deuxième option, elles sont bourrées de dossiers. Ah oui, c'est vraiment. Ça peut pas être moi en fait. Parce que du coup, pour ceux qui savent pas, une amyosynthèse, c'est on prélève du liquide amniotique pour faire du coup des contrôles et ça peut être lié par exemple à la trisomie 21. C'est ça. Ou du coup, à d'autres pathologies liées au cerveau. Ça peut être tout, hein. Ça peut même être là, il y a pas longtemps j'ai une amie qui a chopé la toxo enceinte. Ouais. Et du coup ils lui ont fait une amyosynthèse aussi. Oui, c'est pour contrôler qu'il n'y a pas de bactéries. Voilà, en fait c'est vraiment c'est ça, voir en fonction de différentes pathologies, voir si tout est au niveau, s'ils peuvent accéder du coup aux gènes du bébé même, et ça leur permet de dépister tout un tas de choses avant la naissance. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait que s'il y a des suspicions. Voilà. Donc c'est là que c'est vrai que tu te dis pourquoi il... Exactement, je me dis, moi je suis là pour une échographie de contrôle, improbable, c'est pas moi en fait. Pas de toi. Et donc elle m'installe et elle me dit, vous savez pourquoi vous êtes là madame? Et en fait si tu veux, cette phrase elle a résonné. Quand elle m'a dit ça, je me suis décomposée. Ouais, tu te dis, et je me suis dit, ah non, mais en fait, elle parle de moi. C'est là que tu réalises. Ouais, je me suis dit, mais attends, je suis là pourquoi en fait? Et donc, je réponds très sincèrement, je lui dis, pour une échographie de contrôle, je suis pas là pour autre chose en fait. Ouais. Et elle me dit, mais est-ce que vous savez ce que ça peut engendrer? Waouh. Et alors là, mais vraiment, le problème c'est que je pense que toutes les femmes qui passent par ce genre d'étapes pendant leur grossesse, elles auront quasiment tout le même discours, c'est le corps médical, mais pas de tact. Pas de tact. Et en fait, t'as l'impression d'être juste un objet et ils passent au suivant une fois qu'ils ont terminé avec toi en fait. Oui, il n'y a pas le côté humain. Exactement. T'as pas été, et donc, elle me fait l'échographie, elle cherche, et ça dure une plombe.
Mais vraiment, j'ai l'impression d'être restée mais pendant 20 minutes. Genre. Et toi, mais qu'est-ce qui se passe dans tes yeux? Mais je cherche en fait, je sais pas ce que je cherche, mais je cherche avec elle sur l'échographie. Si tu veux, je suis là et je vois en plus, elle met des trucs en bleu, en rouge, tu sais, sur les échos, ils peuvent vous faire ressortir. Ouais. Et je vois qu'elle cherche, elle cherche, elle cherche. Et moi, j'étais là, mais vraiment, je parlais pas. Et en fait, je sentais que la pression montait parce que j'avais envie de pleurer. Et quand j'ai envie de pleurer, c'est que généralement, je sens le stress. Et j'étais déjà stressée en fait avant d'y aller, si tu veux. Mais est-ce qu'elle t'explique? Est-ce qu'elle cherche? Pas un mot. De toute l'échographie, je n'ai pas eu un mot. Wow. Et elles étaient 3 en plus. Il y avait la gynéco qui me faisait l'échographie et 2 personnes qui étaient là. Alors je ne sais pas si c'est des sages-femmes, des internes, je sais pas. Et elles te parlent pas, non? Elles ne me parlent pas, elles me regardent avec compassion en fait. Les 2 nanas au fond, elles sont là. Oui, donc c'est pire en plus. Ouais, et moi je suis là et je cherche. En fait, déjà ils sont 3, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Exactement. Le premier truc que je me suis dit en fait, vraiment en arrivant, c'est ok, là c'est sérieux en fait. Ouais. Et donc au bout de 20 minutes, elle pose l'appareil à écho. Et vraiment, de la manière, mais l'impression d'être un enterrement, genre quand elle me l'a annoncé. Elle pose le truc, elle me regarde, elle me dit je suis désolée madame, je trouve pas ce que je cherche. Là j'ai pris une claque. Là j'ai pris une grosse claque. J'ai eu un moment vraiment de flottement en fait quand elle m'a annoncé ça. Et après je me suis effondrée. Bah, tu m'étonnes. Je me suis effondrée et là j'ai compris que ça touchait le cerveau en fait, parce que je voyais bien que là où elle cherchait c'était le cerveau. Et du coup, est-ce qu'elle t'explique un peu la suite? Elle me dit, là madame, va falloir appeler le papa, il va falloir faire des prises de sang, on va vous faire une amniosynthèse, vous allez rencontrer une généticienne. Et là j'entends tout ça, moi j'étais encore avec la malformation cérébrale, mon cerveau avait pas décroché en fait. Donc je pleure, et premier réflexe, en fait je l'écoutais même pas et j'ai pris mon téléphone, j'ai essayé d'appeler Raphaël en fait. Parce que pilier, voilà, premier réflexe vraiment, fallait que je l'ai au téléphone. Et sauf que de par son métier, c'est très compliqué de le joindre parce que du coup il est agent funéraire, enfin il travaille avec les personnes endeuillées. Et si tu veux, il était en pleine cérémonie en fait. Donc il peut pas toucher son téléphone, il est avec de la famille d'une personne qui vient de décéder, donc très compliqué. Et je crois que sans déconner, je l'ai appelé mais presque 100 fois. Mais vraiment. Et en fait, je lui ai envoyé des messages, etc. Et au bout d'un moment, en fait, je le rappelle et il décroche. Donc si tu veux, il venait d'attraper son téléphone, je pense. Ouais, il a vu la Et donc, première place, coucou bébé, ça va? Moi, on pleure au téléphone. Il y a un problème avec le petit, il faut que tu viennes tout de suite, vite. Il s'effondre au téléphone. Carrément, ses collègues l'ont déposé en corbillard devant l'hôpital. Vraiment, on était à ce stade-là. Il arrive en pleurs, il me dit qu'il a compris la moitié parce qu'en plus à l'hôpital, je captais pas. Enfin, vraiment, c'était cauchemardesque. Toi, tu devais être dans... J'étais dans tous les états, en fait. Je lui ai dit, il y a un problème avec le petit parce que moi, en fait, le premier truc qui est ressorti, c'est malformation cérébrale, je vais perdre mon bébé. Ouais. Parce que forcément, quand on t'annonce ça, tu te dis qu'il va avoir un gros handicap, que ça va être invivable pour lui, que potentiellement son espérance de vie va être énormément diminuée. Enfin, il y a tout un tas de trucs en fait. Stade où t'en es dans la grossesse, tu te dis est-ce que même il va pouvoir se développer, Et Raph donc arrive, il nous reçoit, prise de sang, et alors encore manque de tact de l'infirmière, elle me fait ma prise de sang et elle me regarde et me dit j'ai pris un peu plus de sang au cas où il faut faire une IMG madame. Donc là, je m'effondre à nouveau. Non mais là, c'était... Elle était partie entre temps avec les infirmières, elle revient et je suis en train de pleurer, elle me dit faut pas pleurer madame. C'est une blague. Non, pardon, je te jure. Elle m'a dit faut pas pleurer madame. Et vous leur dites quelque chose avec lui? Si tu veux, moi j'étais tellement, en fait j'étais focus mon fils, donc c'est après coup en fait où je me suis dit mais vraiment les nanas. Et donc ils font une prise de sang aussi à Raph et derrière ils nous basculent tout de suite pour faire la myosynthèse. Ok. Donc nous en parallèle, on a rencontré avant la myosynthèse la généticienne qui a refait tout notre arbre généalogique, connaître les pathologies en fait des antécédents familiaux, tout simplement. Il n'y a pas du tout d'antécédents familiaux en lien avec cette malformation? Avec cette malformation-là, non. Moi j'ai un neveu qui est potentiellement, c'est presque sûr, TDAH. Okay. Et effectivement la génésie du corps calleux, donc SCARS, ça peut engendrer un TDAH. D'accord. Mais comme ça peut ne pas l'être, et comme le TDAH n'est pas forcément provoqué par ça. Ok, parce que du coup, une génésie donc, du corps calleux. Agénésie, ouais. Agénésie, c'est donc. Il manque le corps calleux, qu'est-ce que. Voilà, alors, ARES, donc nous, toute la grossesse, on nous a dit que c'était une agénésie complète du corps calleux. Ok. Donc, absence de corps calleux. Donc, le corps calleux, c'est vraiment la partie, en fait, si tu veux, qui relie les 2 hémisphères du cerveau. D'accord. Donc, c'est souvent des bébés qui, quand ils n'ont pas de corps calleux, ils vont souffrir, par exemple, de gestes miroirs.
Ok. puisque du coup les deux membres sont pas Oui, ils dissociés. n'arrivent pas à laisser parler. Et du coup ça peut être des retards psychomoteurs, des retards de parole, fameux TDAH. Ça peut être parfois, donc si il ne décèle pas avant l'accouchement, ça peut être associé à d'autres pathologies, d'autres handicaps plus sévères. D'accord. Et déficience mentale. D'accord, ok. Donc c'est quand même très lourd. Très lourd. Et donc moi en fait au départ vraiment personne ne m'explique tout ça. Hein. J'ai été voir de moi-même en fait si tu veux. Ah, il n'y a pas d'avis médical qui te Non, fait un point en fait sur ce que personne ne m'explique. On m'a juste dit en fait madame le corps calleux c'est la partie qui relie les deux hémisphères. Voilà. Et on m'a lâché comme ça. Ouais, le truc n'est vraiment pas rassurant. Voilà. Ça touche Donc, au cerveau. puis en plus, quand je te dis vraiment, quand ils m'ont annoncé les choses, c'était hyper solennel. La seule personne qui a eu un geste entre guillemets tendre envers moi au moment où on me l'a annoncé, c'est une sage-femme à la toute fin quand on m'a fait la myosynthèse qui m'a dit mais moi madame de toute façon je vous revois le jour de votre accouchement. Et en fait si tu veux cette phrase là elle m'a marquée parce que je me suis dit c'est la seule qui croit en mon bébé en fait. Ouais. Et elle m'a marquée, je me rappelle toute ma vie, elle s'appelait Hélène. Voilà. J'ai retenu son prénom carrément parce qu'en plus c'était elle que j'avais souvent au téléphone quand j'avais des coups de fil de l'hôpital. D'accord. Et donc si tu veux, à partir de là, donc, il me faut la myosynthèse, on refait notre arbre généalogique, etc. On m'explique donc à la ponction de la myosynthèse, on me dit il y a 40 millilitres qui sont prélevés. 20 millilitres qui restent donc à l'hôpital où j'ai accouché, puisque eux ils faisaient l'étude de tout ce qui est chromosomique, donc voir si Arès avec tous ses chromosomes bien placés, bien formés, etc. Et à la pitié salpêtrière, donc c'est pour ça que j'avais entendu ça quand je suis arrivée pour l'écho. Ils envoient aussi 20 millilitres pour eux faire ce qu'ils appellent un exome en fait, c'est-à-dire qu'ils vont étudier les gènes d'Arès. D'accord. Donc le résultat des chromosomes, je l'ai eu au bout de 1 semaine, 15 jours. Ça a dû être les 15 jours les plus longs. C'était pas le pire c'était l'exome, ça a pris 3 semaines. Waouh. 3 semaines d'attente, en sachant que... Et du coup, excuse-moi, je te coupe, mais à ce moment-là, le résultat doit te dire si tu vas pouvoir garder ton bébé. Dans les grandes lignes, moi je me raccroche à cette idée-là, sauf qu'en réalité, j'apprends que je serai fixée qu'à 32 semaines de grossesse. Voilà. Parce que, donc, on m'explique qu'effectivement, j'aurai un suivi très poussé, donc des échographies tous les mois pour voir que bébé se développe bien, correctement, et qu'il n'y ait pas d'autres anomalies. L'exome et l'étude chromosomique qui reviennent bonnes, on me dit que c'est très bon signe, puisque du coup ça veut dire que Arès souffre d'une agénésie du corps calleux isolée et pas associée à une autre pathologie du coup. Ok. Donc c'est dire qu'il a que il a que ça. D'accord. Avec Raphaël, du coup, on a eu des IRM nous aussi, chacun pour voir si on souffrait pas d'une agénésie du corps calleux, puisque ça peut être génétique. D'accord. On en avait tous les deux, on a notre corps calleux, donc ça venait pas de là. Donc on sait d'où ça vient? Non. Non, c'est aléatoire en fait. C'est pas, la vôtre n'a pas de chance, en gros. Wow, ça doit être très dur. Ouais, surtout que inconsciemment en fait je me culpabilisais, je me disais je sais pas, il y a peut-être un truc que j'aurais plus dû manger de noix parce qu'on dit que les noix ça aide au développement du cerveau, enfin tu vois tu te fais des réflexions mais vraiment débiles en fait. Alors que bon, c'est ça, c'est... changé, et donc on m'explique qu'il faut attendre 32 semaines de grossesse parce que à 32 semaines de grossesse le cerveau d'un bébé c'est là où il a cet aspect tu sais un peu avec des vagues, tu vois l'aspect vraiment rugueux en fait. Puisqu'avant ça il est lisse et donc on peut pas voir si tout le cerveau s'est bien formé. Ouais, donc c'est à 32 semaines qu'il a la maturation. Exactement. Et là en fait toi tu te dis ok, donc en fait ça veut dire que potentiellement à 32 semaines de grossesse on peut me dire votre bébé il a un gros problème cérébral et en fait vous devez accoucher d'un bébé mort quoi. Oui, parce que du coup il n'y a plus d'IMG possible là. Si, justement. Si. Ah d'accord. T'as le droit à un IMG jusqu'aux 24 heures avant ton accouchement en fait quoi. Mais tu dois accoucher du bébé. Et tu dois accoucher du bébé. Wow, ouais, donc en fait tu ôtes la vie de ton enfant pour des raisons médicales, mais même si c'est des raisons médicales tu ôtes la vie à ton enfant en fait. Surtout qu'en plus donc c'est vraiment hyper culpabilisant. Formé à 32 semaines. Exactement, et tu donnes vie à ton naissance sans à ton bébé, enfin tu donnes naissance à ton bébé sans bruit quoi. Donc vraiment le truc affreux. Inenvisageable quoi. Donc comment te dire que les achats bébés ont mis énormément de temps avant de se lancer, en sachant qu'on avait déjà fait notre gender reveal, je te le rappelle, donc tu te dis comment je vais annoncer ça à mes invités, est-ce que du coup à mes proches, à ma famille. Tu l'annonces à tes proches, comment tu... Non. Je me suis renfermée. En fait, quand on m'a fait la myosynthèse, donc c'était un mercredi, jusqu'au résultat de la myosynthèse quasiment, il y avait mes parents du coup qui étaient au courant avec ma grande sœur, la famille de Raphaël, donc ses parents, son petit frère, et c'est tout en fait.
Toi, tu voulais pas en parler. J'avais une de mes meilleures amies qui était au courant, parce que c'est une amie d'enfance, enfin c'est... Oui, voilà, c'est comme la famille, de la famille, ouais. Et sinon, j'en parlais pas en fait. Et je faisais comme si de rien n'était. Et est-ce que toi, ça t'aidait du coup à avancer dans ta grossesse à pas trop y penser. En fait, c'était compliqué. Si tu veux, déjà, quand j'ai vu la généticienne à la petite salpêtrière, ça m'a beaucoup rassurée. Parce qu'elle était spécialisée dans les agénésies du corps calleux, du coup. Et donc, elle m'a dit, madame, votre bébé, il peut aller très bien sans corps calleux. Ouais, donc là... Et là, j'ai... Ok. Ouais, enfin, quelqu'un qui te dit... Ouais, parce que vraiment, le mercredi, quand je suis rentrée de l'hôpital, et le jeudi, quand j'étais au fond du gouffre. Mais tu m'étonnes. Je suis rentrée, c'est simple, je suis partie me coucher, parce qu'en plus, on m'a dit qu'il y avait un risque de fausse couche avec la myosynthèse. Je suis partie me coucher, je ne suis pas sortie de mon lit jusqu'au jeudi soir. Genre, je mangeais pas, je buvais vraiment la limite qu'il fallait boire pour survivre, quoi, en gros. Et je pleurais, je dormais, je me réveillais, je pleurais, je me rendormais, je faisais que ça. Et ton conjoint, à ce moment-là, comment il réagit? Raph, ça a été... Lui, il a encaissé le coup en silence, en fait. Il en a parlé à personne. Et il faisait comme si de rien n'était. Il faisait volte-face. Ça a été sa manière à lui de vivre... c'est ça. Et au départ, ça a même été une source de conflit parce qu'en fait, je comprenais pas pourquoi il réagissait pas. J'avais envie de le prendre et de lui dire, mais dis-moi quelque chose, en fait. Et c'est à un moment, on s'est posé, il m'a expliqué, il m'a dit, en fait, moi, c'est ma façon d'encaisser le coup, quoi. Je suis pas démonstratif, j'arrive pas à... Oui, chaque personne, de toute façon, vit... Bah, en fait, c'est comme un deuil, quoi. C'est un peu... Ouais, c'était limite ça, quoi. Et est-ce que toi, du coup, tu t'empêches de te projeter dans le rôle de mère ou tu vas quand même, tu vis... Au début, je me suis... Mais vraiment, en fait, dès que je pensais à Arès, dès que je le sentais bouger, je me mettais à pleurer parce que dans ma tête, c'était fini, en fait. Vraiment, au début, c'était... je verrai jamais mon fils vivant, en fait. Si tu veux, c'était soit horrible. Vraiment, je le souhaite vraiment à personne parce que c'est... Tu peux rien faire, en fait. T'as envie d'aller acheter des choses pour ton bébé, mais tu te dis, mais en fait, je vais l'acheter et puis après, ça me fera juste pleurer parce que ça se trouve, je l'aurai jamais dans les bras avec. Tu vois, tu fais que de penser comme ça. J'avais déjà acheté des vêtements, j'avais reçu des choses à la gender reveal. On m'avait offert, truc tout bête, mais des cuillères, des assiettes pour le début de la diversification. Et quand je passais devant, je me mettais à pleurer, je me disais, je vais jamais m'en servir. C'est bête, hein, mais... Non, mais c'est hyper dur, en fait, de dire tout ce que t'as projeté. Exactement. Tu pourras jamais, toi, le vivre, quoi. Bah, c'est ça, en fait. Et du coup, au bout d'un moment, en fait, j'ai lâché prise. Je sais pas, Raph me rassurait beaucoup, il me répétait tout le temps, justement quand je pleurais, il me disait mais regarde là tu l'as avec toi, il bouge, il est là, il sent que t'es là, il sent que t'es triste. Il faut que tu lui montres que tu crois en lui parce que du coup ça va l'aider. Et c'est vrai que les proches après à qui j'en avais parlé, ils me disaient tous la même chose. Et bon, du coup c'était hyper culpabilisant parce que je me suis dit mince, ouais, en plus de ça je lui fais du mal. Ouais, c'est ça. Et puis au bout d'un moment en fait j'ai lâché prise, j'ai dit c'est quoi, de toute façon je crois en lui, je sais qu'il va y arriver, je sais qu'il est fort, je sais qu'il va être en bonne santé. Et en fait, j'ai eu cette petite voix dans ma tête qui m'a dit non, en fait, ça va aller. Ouais, tu l'as senti au fond. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas vivre ça. Genre, ça va le faire. Et voilà, et 3 semaines après, donc la myosynthèse, l'hôpital qui m'appelle. Donc, j'avais eu les résultats chromosomiques, on m'avait dit que tout était bon. L'hôpital qui m'appelle. Et j'étais au boulot, je m'en rappellerai toute ma vie. Et elle me dit, bah voilà madame, on a reçu vos résultats de l'exome, votre bébé il a rien. Et là, je te jure, mais rien que d'y penser, j'ai envie de pleurer parce que vraiment... Il doit y avoir un poids qui se relâche, mais... Ah mais vraiment, c'était... Ok, là c'est bon, genre. Là c'est bon, maintenant t'as plus qu'à attendre l'IRM en sachant que c'est bien parti, ça va être contrôlé tout au long de la grossesse, de toute façon on va suivre son développement aussi là. Vraiment, j'ai même pas de mots pour te décrire cette émotion, c'est juste j'ai soufflé. Et est-ce que vous vous étiez projeté avec un enfant qui a un handicap? Non. Non, parce qu'en fait, la première chose quand on est sorti de là, c'est tout de suite c'est ce qu'on a évoqué en premier, c'est est-ce qu'on est capable, chacun on se sent capable d'élever un enfant qui est porteur potentiellement d'un gros handicap. Et avec Raph, on s'est dit non, parce que déjà on voulait pas imposer ça à l'enfant parce que je me suis dit mine de rien c'est un lourd fardeau à porter, si en plus il est dépendant de nous ça va être compliqué pour lui de vivre sa vie. Et j'ai dit à Raph, si un jour il nous arrive quelque chose, qui va prendre soin de lui? Et en fait moi je pensais plus dans ce sens là. Bon, il s'avère que du coup
Il est en pleine Ça va forme. bien. Du coup, tu reçois cet appel, t'appelles le papa. Ouais, premier réflexe. Comme d'hab, il répond pas tout de suite. Mais du coup, il me rappelle et je lui dis, j'étais en pleurs encore, et je lui dis Aris va bien, ça y est, l'hôpital m'a appelé. Donc lui, il verse sa petite larme aussi de son côté, il était soulagé aussi. Et puis on a donc essayé de poursuivre une grossesse à peu près normale. Donc on a cherché à déménager puisqu'on avait un appartement avec une seule chambre. Donc on cherche un appart avec deux pour pouvoir lui faire son espace à lui. Enfin, on a repris un petit peu, on a essayé de faire abstraction de l'attente jusqu'à 32 semaines de grossesse en fait, puisque du coup... Parce que vous deviez quand même attendre... On devait passer par cette IRM fétale avant l'accouchement. Et voilà, on vivait la grossesse sereinement, mais il y a toujours cette petite voix en fait qui revient. Ouais, comme une épée Damoclès un peu au-dessus de la tête. Et qui te dit... c'est une petite voix sournoise, tu vois, elle vient et te dit attention, ton bébé peut-être que tu vas pas le garder quoi. Donc c'est très violent quoi. Ouais. C'est compliqué de profiter pleinement de ta grossesse. Ouais, c'est pour ça que j'ai très peu de photos de ma grossesse. Je voulais faire un shooting mais je l'ai pas fait. Parce qu'en fait, donc j'ai fait mon IRM fétale, j'étais à un peu plus de 32 semaines parce que l'hôpital où j'étais suivie avait pas pensé à prendre rendez-vous de suite. J'ai pris rendez-vous, donc j'étais à 34 semaines. J'ai accouché 3 semaines après. Ah ouais, donc vraiment, j'étais... En fait, t'as profité pleinement de 3 semaines quoi. Ouais. Parce que du coup, donc derrière, j'ai rencontré donc, une neuropédiatre. Ça en fait du monde de géant. Oui, bah c'est ce que je me dis, c'est quand même un parce qu'en plus, j'ai été dans 3 hôpitaux différents, j'ai vu donc 2 généticiennes, j'ai été suivie par une gynécologue et une sage-femme, et une neuropédiatre. Ok. Et donc la neuropédiatre me reçoit, elle m'explique que donc, les images d'IRM sont très rassurantes, il n'y a pas de kyste cérébrale, il n'y a pas, parce que du coup il peut y avoir aussi des choses qui se rajoutent, vu qu'il y a des espaces en fait dans le cerveau, il y a un espace du coup, et très souvent, en tout cas dans beaucoup de cas des agénésies du corps calleux, il y a soit des kystes cérébraux qui s'installent, ou ce qu'on appelle des dilatations des ventricules. Okay. À Retz, on avait un qui était plus dilaté. D'accord. Et donc quand on a fait c'était à l'échographie qu'on a vu ça, c'était quelques jours avant mon IRM fétale. Et la gynéco a été assez rassurante, elle m'a dit vous inquiétez pas, à ce stade-là de la grossesse, pour une agénésie du corps calleux, c'est tout à fait normal. Faut juste pas que ça se dilate plus. Ok, donc petit coup de stress avant l'IRM. Encore un petit coup. Et au final, le jour du l'IRM, on m'a dit non madame, tout va bien, vous inquiétez pas, tout est bon. Donc c'est ça que tu me disais, que c'était isolé, donc c'est parce qu'il n'y a rien en plus. Exactement. Ok, d'accord. Et donc là, tu sais que tu vas aller au bout de ta grossesse, que tout va bien se passer. Voilà, donc j'ai 3 semaines de plénitude avec mon bébé, où vraiment là, je savoure chaque minute, où autant j'ai vraiment, pour le coup, malgré cette grossesse compliquée, j'ai adoré être enceinte. Ouais. Vraiment, j'ai hyper bien vécu, même si j'ai été malade au début et que j'ai vécu tout ça. J'ai adoré ma grossesse, j'ai adoré faire qu'un avec mon bébé, en fait, l'avoir tout le temps avec moi, profiter, le sentir bouger. Et ton rapport à ton corps aussi alors, je sais que c'est ce qui peut être très difficile pendant la grossesse. Ça n'a pas été simple, mais autant au début ça allait, c'était la fin, c'était chaotique. Ah ouais. J'avais de la rétention d'eau. Terrible. Ah ouais. J'étais le bonhomme Michelin. Voilà, vraiment, mais vraiment. Pour te dire, je ne discernais plus mon pied, ma cheville, ma jambe. Tout ne faisait qu'un. Et même comme ça, tu vois, je le referais. Ouais. Ah, je le referais. Pour l'avoir, je le referais. Sans hésitation. Et du coup, tu nous parlais de rétention d'eau. La rétention d'eau, elle a été liée à quelque chose chez toi, du coup. Puisque les péripéties, vraiment, les gens vont se dire, mais alors elle a poisse, ça va sur elle. Elle est tout en noir, c'est vraiment le chat noir. Faut me fuir en fait, voilà. Et donc oui, je ne le savais pas, pourtant je faisais mes prises de sang tous les mois, je faisais mes petits pipis dans les gobelets comme toutes les mamans. Et donc je faisais tout bien tous les mois, etc. Et mes dernières prises de sang et tests urinaires, c'était donc le 11 septembre. Et j'ai perdu les os le 22. Et j'ai accouché le 22, accessoirement. Ouais. Et quand j'arrive à l'hôpital, donc ma rétention d'eau m'a pas plus inquiétée que ça, puisque mes résultats d'examen étaient bons, si tu veux. Donc... Et puis c'est assez courant dans la grossesse d'avoir de la rétention d'eau. Mais effectivement, ma grande sœur m'avait dit Hello, je trouve que tu fais beaucoup de rétention d'eau, t'es sûre que tu fais pas de la pré-éclampsie? Moi, pré-éclampsie, si tu veux, j'avais entendu parler, mais... Je savais pas trop ce que c'était. Exactement. Et en arrivant à l'hôpital, elle me fait donc prise de tension. Et elle me dit, madame, vous avez eu des problèmes de tension haute pendant votre grossesse? Je dis, bon,
non, pas du tout. Ma tension était toujours bonne. Ma sage-femme en plus me la prenait tous les mois et tout. Enfin, j'ai jamais eu de problème. Elle me dit, écoutez, je trouve que malgré les contractions, puisque les contractions, la douleur peut donner de la tension un peu plus élevée, mais elle me dit, je trouve que vous êtes quand même très haute. On va vous faire une prise de sang par précaution. Elle me fait la prise de sang, bref, mon travail se lance. Et toi, à ce moment-là, déjà quand on te dit ça, je trouve ça bizarre. Mais même pas. Genre, j'étais tellement en mode, j'ai perdu les os, je vais rencontrer mon fils aujourd'hui. Ça y est, il y avait plus le stress, était là, t'étais en mode. Là, j'étais en mode condition accouchement, ok, hello, sois prête, on y va. Et je bascule dans une autre salle, elle m'avait déjà mis ce passeport Doliprane il y a quelques heures et tout ça. Et elle me met, donc je la rappelle parce que j'avais très mal avec les contractions. Elle revient, elle me met un dernier médicament qu'elle peut me mettre pour attendre la péridurale. Elle part. Et, une minute après, elle revient en courant, mais alors, bras en l'air, à moitié en train de crier. Je débranche, madame, vous faites de la prééclampsie, on vous met tout de suite en salle d'accouchement, on va vous poser la péri. Là, j'ai eu un petit coup de chaud là. Tu vois, parce qu'en plus, le fait qu'elle se stressait, elle. C'est ça. Si elle me passe en salle d'accouchement, ils appellent l'anesthésiste. Et c'est le début d'un autre calvaire. Parce que les calvaires sont jamais finis. Et les enchaînes, oui, non mais c'est ça, c'est vraiment. Et donc, on me pose une première fois la péridurale. Combien de fois déjà, c'est pas normal, c'est. Oui, déjà. Dans la logique, on vous la pose qu'une fois. Et on m'avait prévenu au cours de préparation à l'accouchement, on m'avait dit que le cathéter pouvait bouger, qu'on pouvait devoir la reposer une seconde fois. Il me la pose une première fois, on attend 40 minutes, 1 heure, j'ai toujours mal. Il me la repose une deuxième fois, puisque du coup, visiblement, elle fait pas effet. On attend encore 40 minutes, 1 heure. Tout ça en ayant des contractions, parce qu'on se dit 40 minutes, 1 heure c'est une chose, mais en ayant des contractions. Donc j'ai très très mal, jusqu'à un moment donné où j'ai la sage-femme qui est face à moi, où je broie ses mains, la pauvre, et je la regarde, et dans le air le plus sérieux que je puisse prendre à ce moment-là, je lui dis, il y a un problème, j'ai envie de pousser. Et là, moi, je me dis, mon corps pousse naturellement, mon fils est là, genre. Vraiment, dans mon cerveau, je me suis dit, ça y est, genre là, en fait, je vais accoucher sans péridurale. C'était pas du tout dans mes projets. Moi, dès le départ, je voulais la péridurale, si tu veux. Donc là, de me dire ça, j'ai eu un moment d'affolement. Et donc, la sage-femme me rallonge entre deux, parce que du coup... Donc, c'était la deuxième pause, et l'anesthésiste était partie chercher un chariot d'échographie pour voir ce qui se passait, en fait, pourquoi elle n'arrivait pas à prendre la péridurale. Donc, entre les deux, la sage-femme me rallonge, elle me réexamine. Et là, elle me regarde un peu dépitée, elle me dit, alors, faut paniquer pas, vous êtes à 8 cm, on tente une dernière pause, si ça marche pas, madame, faudra accoucher sans péridurale. Ok. Et en fait, vraiment, dans ma tête, à ce moment-là, j'ai un truc qui se déconnecte, et je me dis, hey, hello, franchement, t'es plus à ça près. Ouais, c'est ça, franchement, c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est clairement. Ils me font la fameuse écho, ils me posent la péridurale une troisième et dernière fois. Alléluia. Et elle marche en plus. Alléluia. Et donc, il s'est avéré que, en plus de la rétention d'eau que j'avais dans le dos, due à la prééclampsie, apparemment, j'ai les vertèbres qui sont plus profondes que la moyenne. En fait, t'es cassé. N'ayez pas d'envie, en fait, voilà. Ne soyez pas amis avec moi, vraiment, catastrophe. Et donc, de là, mon calvaire s'achève. Enfin, j'ai du répit. Quoique l'anesthésiste a dû repasser une fois dans la chambre quand j'étais ouverte à 10 cm parce que je ressentais les contractions, malgré le pouce-pouce, là, tu sais, il te donne, voilà. Et donc elle m'a réinjecté une plus forte dose, et alors là, j'étais... je voyais des éléphants carrément, j'étais vraiment là, vous pouvez me faire ce que vous voulez. Du coup, à 21h, elle est venue m'examiner, c'est là où elle m'a dit que j'étais à 10 cm, et c'est là où l'anesthésiste est revenu derrière pour me reposer un peu plus de péri. Ok. Et c'est mon moyen mnémotechnique parce qu'en fait elle m'a dit vers 21h, on va attendre 2-3 heures que votre bébé s'insère dans le bassin. Ok. Parce qu'il était encore haut du coup. Voilà, j'étais ouverte dilatation complète, mais du coup après c'était pas encore descendu. Ça marche. Et 23h30, la sage-femme arrive, elle examine et elle me dit madame, c'est le moment. À ce moment-là, j'ai eu un petit regain de peps, tu vois. Et puis elle s'installe. J'ai commencé à pousser, donc il était 23h36. Ouais. J'avais mon fils dans les bras à 23h43. Ah, je l'ai expédié. Ah oui. Ah, j'avais hâte de l'avoir. Ah oui, là c'était vraiment. J'ai tout donné. 5 minutes de poussée. Ouais. Et là, t'entends le cri de ton loulou. Et non. Parce que les galères ne se finissent jamais. Mon fils respirait pas à la naissance. Sauf qu'en fait, on me l'a pas dit. En fait, on me l'a posé, parce que du coup, je l'ai attrapé. Ouais.
On me l'a C'est ça qui posé. était le chercher. Ouais, Raph a coupé le cordon. Ouais. Et vraiment, ça s'est fait en quelques secondes. Hein. Et d'un coup, je dis à la sage-femme, pourquoi il pleure pas? Et donc, elle me dit, vous inquiétez pas, madame, il respire. Et hop, elle le prend tout doucement. Et Raph, voulant bien faire, il me dit, t'inquiète pas, il respire, je sais, je l'ai vu, c'est juste qu'il pleure pas. Et en fait, pas du tout, il respirait pas. Et ils me l'ont dit pour me préserver. Et en fait, elle est partie aspirer le liquide qu'il avait dans la gorge. Ah, il avait avalé du liquide. Et quand elle l'a emmené, c'est là où j'ai entendu. Alors à la maternité, on l'appelait Garou, parce qu'il avait la voix rauque. Du coup, c'était très drôle. T'as pleuré? Et j'ai pas pleuré. Ah, mais Je pensais que j'allais fondre en larmes. Parce qu'en plus, t'es assez sensible Mais et tout. Et en fait, j'ai eu un moment de bug en fait, mon cerveau, tu sais, avec tout le stress, tout le travail, la journée que j'avais eue et tout, je l'ai eu dans les bras et en fait, j'étais juste émerveillée. Okay. En fait, je le regardais et j'y croyais pas. Mais ça, là, c'est ton bébé, genre, il est là, tu l'as, il est là. Raph a pleuré. Ouais. Il a même. Ça me fait rire. Il a même eu un espèce de blackout. Il est pas tombé dans les pommes, mais il m'a dit à un moment donné, il a vu noir quoi. Ouais, trop d'émotions, trop de. Tout. Et en fait, quand j'ai eu dans les bras, là, j'ai un moment de plénitude. Là, je n'avais plus d'image, plus de son, je voulais plus parler, je voulais juste être avec lui. Avec ton bébé. Ouais. Et en plus, j'ai eu la chance du coup de faire du pot à pot tout de suite derrière. Ouais. Je l'ai mis au tété pour faire la tétée d'accueil. Je l'ai mis en pot à pot. Il a tété? Ouais. Ouais. Il a très peu tété. J'ai eu des galères à lancer mon allaitement un petit peu parce qu'il est né à 37 semaines et 3 jours apparemment. Vu qu'il est né tout pile sorti de prématurité, il était un petit peu plus fatigué, puisque déjà les bébés sont très fatigués à la naissance. Ouais. Et il était un petit peu plus fatigué, il avait plus de mal à récupérer au niveau du sommeil. Okay. Et du coup, j'ai dû au départ faire un tir allaitement, parce que même ma montée de lait venait pas, ça avait perdu plus de 10% de son poids, donc je suis restée une journée de plus à l'hôpital. Ça s'arrête quand? Franchement, je crois que ça s'est arrêté, je touche ma tête, ça s'est arrêté quand je suis rentrée à la maison avec Aris. Ouais. Du coup, tu fais la tétée d'accueil, vous remontez en chambre. Ouais. Et là, comment vous êtes? Comment vous retrouvez? Vous trois, juste vous trois Moi, si tu veux, j'étais affamée. Enfin, c'est désolée, c'était pas très émerveillée de ça. Moi, l'émerveillement était à moi. Mais je suis rentrée en chambre, Aris était du coup dans son petit berceau. Ouais. Et j'ai demandé un petit déjeuner. C'est parce que maman, elle avait faim. Donc, il me sert à manger, je mange tout ça. Et en fait, c'est. Vu qu'on a un chat diabétique, Raph pouvait pas rester dormir avec nous à l'hôpital. Donc, il est rentré à la maison, puisque du coup, 4 heures après, il devait faire la piqûre au chat. Et je me suis retrouvée toute seule avec mon petit bout. Et en fait, j'étais crevée. Impossible de dormir. Ouais, t'étais. Parce qu'en fait, j'avais le berceau qui est transparent, donc à côté de mon lit, et je le regardais en fait. Je le regardais, je réalisais pas. Je pense que t'as eu la même chose, hein. Tu réalises pas en fait. Tu te dis, ça y est, il est là. Après 9 mois, il est là. Et tu t'es sentie maman? Tout de suite. Tout de suite. Alors, moi, c'est très marrant parce que le jour où j'ai fait mon test de grossesse, pour moi, j'étais maman. Ouais, tu l'as senti tout de suite. T'as pas eu du mal à te créer cette nouvelle identité? Non, pas du tout. Je me suis redécouverte en tant que maman. Ouais. Et parce que j'ai appris de moi beaucoup plus depuis que je suis maman qu'avant de l'être. J'ai appris que j'avais de la patience extrême, contre toute attente. À l'hôpital, j'ai tenu plus de 48 heures sans dormir. Ah oui. Parce que du coup, la première nuit, il dormait. J'ai pas dormi, tellement j'étais euphorique. La deuxième nuit, je voulais dormir, il voulait pas. Vous étiez pas sur le même fuseau horaire? Non, clairement pas. Et en fait, le sommeil s'est amélioré quand on est passé en co-sleeping. Ouais. Quand je l'ai fait dormir avec moi, là, c'est bon. Ouais, il a dormi du coup dès l'hôpital avec toi? Non, parce qu'à l'hôpital, ils étaient très stricts. Faut pas faire dormir votre bébé dans le lit, vous allez l'écraser, vous allez le tuer. Enfin, vraiment, j'ai eu un truc. Voilà. Sans compter celle qui voulait me forcer parce que du coup il prenait pas le sein. Donc au lieu de me proposer un tir allaitement dès le début, il voulait me forcer à lui donner des biberons de lait artificiel. Oui, tu m'aurais demandé quelque chose d'assez choquant là-dessus. Ouais, avec Raphaël. Ouais, il y en a une qui lui a donné un biberon de lait artificiel en mode allez le donner à votre bébé, genre histoire elle est passée dans le dos de maman quoi. Ouais, elle est passée par le papa. Parce que moi je voulais, en fait si tu veux, c'était pas tant l'allaitement au sein qui m'intéressait, c'était le côté nutritif du lait maternel. En plus, sachant que ton bébé, il est pas des prémas, mais il est né à la limite. Déjà, et puis moi je me suis dit, voilà, c'est pour son système immunitaire, c'est quand même plus recommandé. L'OMS préconise 6 mois d'allaitement. Enfin, donc vraiment, moi je voulais ce qu'il y avait de meilleur pour lui. C'était vraiment.
Et du coup, très frustrée à l'hôpital parce que j'avais l'impression de ne pas être écoutée. Jusqu'à cette sage-femme, le jour où du coup j'ai su qu'Arès on resterait une journée de plus parce qu'il avait perdu trop de poids. Elle vient me voir et vu que j'avais pas lâché le morceau avec le biberon de lait artificiel, elle me dit est-ce que ça vous intéresse de tirer votre lait? Et là, mais je lui redis mais pardon, mais pourquoi vous l'avez pas proposé dès le début en fait? Ouais, c'est ça. Vous avez des tire-laits à disposition dans l'hôpital et vous me dites que la veille où je suis censée sortir, en sachant que Arès est né, il faisait 3,3 kg. Le jour où on devait sortir, il faisait 2,960 kg. Ah oui, donc en plus il avait bien perdu quoi. Donc moi en plus je me suis dit c'est de ma faute, je sais pas faire. Enfin, tu te culpabilises à mort en plus. Enfin, t'es jeune maman, tu viens d'accoucher, t'es crevée. Et puis en plus en étant maman allaitante, je trouve que c'est quelque chose de très présent chez maman allaitante. Et on a tendance à énormément se culpabiliser de tout ce qui arrive à nos enfants et à se poser énormément de questions. Et surtout en termes de poids, le poids c'est vraiment le truc, tu te dis c'est toi, genre c'est ta faute. En fait c'est ta responsabilité que ton bébé prenne du poids et quand il en prend pas c'est très compliqué. Et donc là on m'explique donc il faut que je tire mon lait toutes les 3 heures. À la maternité vu qu'il n'y a pas de frigo, on me dit qu'ils peuvent le mettre au frais mais qu'en gros le lait que je tire, parce qu'en fait je tire encore du colostrum, on était même pas sur du lait maternel, vraiment j'avais pas aimé monter de lait en fait vu qu'il t'était pas. J'avais beaucoup de colostrum puisque du coup quand j'ai commencé à tirer mon lait je tirais 45 ml. Ah oui, mais tu as bien tiré, mais même là, je vois, tu tires encore bien. Ouais, franchement, je suis très contente. J'avais peur avec ma reprise de boulot et voilà, après, j'essaye de bien boire, de faire tout ce que je peux pour juste continuer mon allaitement au maximum. J'ai 45 ml de colostrum et on m'a dit, en fait, madame, là, il faut que le biberon que vous avez tiré 3 heures avant, vous le donnez à bébé, vous retirez votre lait derrière et vous faites ça en fait toutes les 3 heures. Ok, du coup, tu donnes pas du tout la tétée? Non, on me dit que voilà, pour l'instant, il vaut mieux le mettre que au biberon puisque. Du coup, pour ceux qui savent pas, le tirage au sein est plus difficile. En fait, c'est plus fatigant pour un bébé de tirer sur un sein que sur un biberon, une tétine de biberon. Donc on me dit, pour aider Arès à récupérer en fait de sa fatigue et qu'il puisse manger bien, on me dit de le mettre que au biberon puisque c'est plus facile pour lui de boire et donc il mangera mieux, reprendra du poids et sera moins fatigué par la même occasion. Ok, d'accord, ça marche. Donc je fais ça. Le lendemain matin, on passe à la pesée. Je dis direct, 3,1 kg. Ah oui, donc là ça a été... toutes les 3 heures ça a payé. Ah oui. Et en prime, mes montées de lait arrivent. Ah donc parfait. Donc je sors de l'hôpital, je demande quand même une ordonnance pour un tire-lait. Ouais. Parce que vous pouvez avoir des tire-laits gratuitement sous ordonnance. Ouais. C'est important. Donc moi ils m'ont prescrit pour 10 semaines, mais renouvelable. Et donc jusqu'à ces 1 mois de vie, je fais que du tir-allaitement. Okay. De temps en temps, mais vraiment de manière très occasionnelle, j'essaye de le remettre au sein, mais je vois qu'il fatigue assez vite et souvent en fait ça l'endort. Okay. Donc j'insiste pas plus. Et j'ai eu la chance de, malgré le fait qu'il soit habitué à la tétine de biberon, il a pris le sein. Un beau matin, j'ai tenté et j'ai carrément arrêté le tir-allaitement jusqu'à la reprise du travail. Ouais, on en parlera après, mais forcément la reprise du travail, c'est le retour du tir-allaitement, on aura l'occasion d'en reparler. Et je voudrais revenir un peu sur ce séjour de maternité, parce qu'il y a un moment au début du podcast où tu nous as dit que tu vivais pas forcément très bien les choses. Mentalement du coup. Ouais, ça a été hyper dur. En fait, j'ai eu un gros baby blues, mais alors vraiment des plus violents. Moi là-bas, je suis quelqu'un qui est assez sensible. Ouais. Je pleure un peu pour rien. Autant j'ai beaucoup de second degré, mais si jamais il y a un truc qui me touche vraiment, je peux fondre en larmes devant toi, tu vois. C'est vraiment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc avec les hormones, le changement, le fait de ok, là maintenant mon bébé est là, et je te dis en fait j'avais une crainte, mais tout le temps j'avais cette boule au ventre qu'il lui arrive quelque chose, de mal faire les choses. C'est vraiment une angoisse. Ouais. En fait, vraiment si tu veux, avec sa malformation, je culpabilise beaucoup. Même si j'ai une partie de moi qui me dit mais c'est pas de ta faute, j'ai l'impression que c'est quand même de ma faute. Donc en fait, à partir du moment où je l'ai eu dans les bras, je me suis mis pas la pression, mais je veux ce qu'il y a de meilleur. Tu vois, c'est vraiment, il n'y a même pas de question. T'as eu la sensation de devoir réparer quelque chose? Ouais, mais je pense que je l'aurai toute ma vie, malheureusement. Je te dis, j'ai une partie de moi qui sait que c'est pas de ma faute, mais je peux pas m'empêcher que c'est dû à quelque chose que j'ai fait, à quelque chose que j'ai mangé. Du coup, je porte cette culpabilité-là, malheureusement, mais voilà, c'est... Donc j'essaie de combler. Comment tu te sors de cette phase un petit peu
Bah, Et combien de temps elle dure déjà? bah, alors elle va durer jusqu'à... Oh, elle a duré un moment quand même, hein. Même à ton retour à la maison? Ouais, bah carrément au départ, Raph en fait donc avait posé pour rester avec nous puisque du coup j'ai accouché un dimanche. Donc il est resté toute la semaine avec nous. En sortant de la maternité, on s'était dit qu'il reprendrait le travail tout de suite et puis il prendrait après les fêtes de fin d'année ces 2 semaines de congé de pattes qui lui restaient. Ouais. Et en fait je me suis effondrée en larmes la veille de sa reprise et je lui ai dit non, je veux pas que tu ailles travailler, je peux pas. Je peux pas rester toute seule. En fait, si tu veux, dès que j'étais toute seule à l'appart avec le petit, alors pas par rapport à lui, hein, parce que j'arrivais à gérer et tout, mais en fait j'avais des craintes qui montaient et en fait je psychotais toute seule. Pour te dire, en fait, dès ma sortie de la maternité, je pensais au jour où j'allais devoir le laisser être gardé. Ouais, ça te stressait déjà. Et en fait, pour moi, c'était insoutenable. Tu sais, quand je le voyais, il était si petit, si fragile. En fait, encore une fois, ça rejoint le côté petit œuf à couver. Vraiment, c'était ça, en fait, qui était pris de moi. Puis après, je pense qu'au-delà de sa malformation, c'est aussi ta personnalité. Ma façon d'être maman, ouais, c'est ça, en fait. Maman louve un petit peu, et ça, malheureusement, non. Bah oui, d'un côté, c'est une très bonne chose, mais du coup, ça peut être un peu pesant, c'est vrai, au quotidien. Mais du coup, c'était juste le temps aussi que mes hormones se remettent un petit peu. Je pense que j'ai mis du temps à le comprendre, mais j'ai très mal accepté le cordon coupé en fait. Ouais. C'est bête, mais de faire qu'un avec mon fils, c'était vraiment le... Là, c'est un peu égoïste ce que je dis là, parce que j'avais quand même une partie de moi qui avait énormément hâte que Raph, ma famille, que tous nos proches puissent connaître Arès, voilà, le voir et tout ça, et même moi l'avoir avec moi. Mais ce côté, déchirement en fait, je l'ai vu comme une séparation, c'est bizarre ce que je veux dire, mais je l'ai vu comme une séparation forcée en fait, tu vois. Et est-ce que t'as eu du mal du coup à le voir dans les bras de quelqu'un d'autre? À le passer Non, ça allait, autant ça allait, ouais. Parce que du coup, je voulais partager mon bonheur en fait. Est-ce que du coup, t'as eu un suivi psychologique, quelque chose? Non. On m'a proposé à l'hôpital, alors j'avais une parentologue qui est venue me voir. On m'a proposé un suivi psy déjà pendant ma grossesse parce que du coup avec la malformation tout ça, mais j'ai jamais été. Et à la maternité on m'a reproposé aussi. Ouais. Mais c'était pas quelque chose, c'était pas un besoin que je ressentais, je préférais me confier à Raph ou tu vois à ma Tu sentais famille. que t'avais déjà le soutien autour de toi qui était suffisant et ok. Et qu'est-ce que t'es mignon toi mon dieu. Je vais te croquer. Et oui je vais te croquer si tu continues de me regarder avec tes petits yeux là. Et du coup vous rentrez à la maison. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là vous devez continuer à faire des allers-retours à l'hôpital par rapport à sa malformation? Est-ce qu'il y a un suivi qui est mis en place? Alors, il y a un suivi, mais donc au début, donc à la maternité, Arès, il a eu une échographie cérébrale. Ah mais si, j'ai oublié le début, la fin des galères, Arès a eu un frein de langue qui a dû être coupé. Oui, c'est vrai. Pardon. Ça m'était sorti de la tête. C'est une parmi d'autres. Ouais, parce que du coup, donc c'est sur ce frein de langue. Parce que du coup, c'est aussi pour ça qu'il avait du mal à tête. Donc en fait, le frein de langue, on l'a tous. Hein. Donc c'est ce qui relie ta langue avec ton. Du palais. Sous-palais. J'aurais le nom affiché. Et en fait, il y a certains bébés qui l'ont trop long. Ouais. Et du coup, ce qui bloque en fait la succion. Et du coup, donc toi, il s'avère qu'il a un frein de langue. Ouais, mais vraiment un frein de langue, c'est-à-dire toute sa langue était accrochée en fait. C'est même pas moi qui l'ai vu, c'est Raph. Il le changeait à un moment donné et il me dit, dis donc, tu trouves pas que sa langue elle est vachement accrochée? Je lui dis, bon, arrête tes conneries, moi j'en avais jamais entendu parler en plus de ça. C'est pas un truc hyper. Dont on parle. On est d'accord? Ouais. Donc Raph en parle au pédiatre, le pédiatre du coup constate effectivement qu'il y a un frein de langue qui est trop prononcé. Donc ils l'emmènent chez l'ORL, moi j'ai pas pu y aller parce que du coup ils déconseillaient aux mamans et puis vu que j'étais un peu instable émotionnellement, que je pleurais en fait tout le temps, ils se sont dit que ça allait être un peu trop violent pour moi. Ouais. Mais du coup ça s'est bien passé, Raphaël était avec lui. Comment tu vis toi ce moment où, entre guillemets, prends ton bébé pour... je fais que de pleurer, ma mère m'a appelée, j'étais en panique parce que j'avais pas de nouvelles. Raph avait oublié son portable dans la chambre. Grave, sérieux. Le voulait. Vraiment, là c'est... Donc ma mère m'appelle parce que du coup ils sont partis sur les coups de 8h, 8h30. Et à midi j'avais toujours pas de nouvelles. Non en fait Raph m'a expliqué, ils ont dû traverser l'hôpital, il y a eu de l'attente, donc circonstances atténuantes on va dire, mais du coup moi j'étais en panique de mon côté quoi. Ouais. Et ils reviennent, tout s'est bien passé, donc
il me préconise juste de le mettre beaucoup à la tétée puisque le lait maternel a ses propriétés, ça a des propriétés cicatrisantes. Donc il me dit de le mettre à la tétée le plus possible, en tout cas de lui donner mon lait le plus possible. Et puis du coup, quelques jours après, ils ont demandé à faire une échographie cérébrale. Et attention, rebondissement, Arès a un petit bout de corps calleux. Voilà. Du coup, qu'ils n'ont pas vu à l'IRM. ok. Donc c'est vraiment, c'est genre ça, hein, de corps calleux, c'est 1 millimètre, tu vois. Ouais. Ça change quelque chose? Ça change rien du tout. Mais il en a un. Il en a un. Donc c'est une agénésie partielle, même si c'est plus proche de la partielle à 99%, mais partielle quand même. Et donc voilà, mais donc ils ont regardé du coup s'il avait pas de kyste, tout ça, donc tout allait bien. Et la neuropédiatre que j'avais rencontrée avant mon accouchement, donc après l'IRM fœtal à 34 semaines, elle m'avait dit qu'il fallait donc que je reprenne rendez-vous quand Arès aurait 2-3 mois, chose qu'on a faite. On l'a rencontrée, elle a regardé un petit peu comment Arès se portait, comment ça se passait. Donc, interagissait, etc. Elle a même été surprise qu'il ait eu son premier rire, du coup, ce que je te disais tout à l'heure, à 2 mois. Et elle m'a donc demandé de lui faire une IRM. À tous les parents qui vont traverser ça, je vous déconseille de le faire sur des enfants si petits. Je m'explique. Arès, au vu de son poids, donc il faisait 5 kg à ce moment-là, 5 kg et quelques, il n'était pas suffisamment gros parce qu'en fait, à partir d'un certain poids, ils peuvent sédater l'enfant. Je n'étais pas trop pour la sédation, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas, si ça me permet de vivre mieux le moment, je préfère le préserver. Il s'est avéré qu'il n'était pas assez lourd, donc à la place, ils l'ont, ce que j'appelle, momifié. C'est-à-dire qu'ils apportent un chariot avec une planche qui est suspendue, ils mettent une alaise, ils posent bébé dessus, et ils le momifient. Ils l'enroulent avec des bandes, de la tête aux pieds. Mais vraiment, il avait que ses petits pieds qui dépassaient. Sa tête, il y avait juste son visage, parce que du coup, ils prennent aussi ici. Vraiment tout bandé, partout. Donc... Mais comment toi tu vis ça en tant que maman? Il s'est mis à hurler. Au début, ça allait, il était tout sourire avec les infirmières, etc. Jusqu'au moment où il a compris qu'il pouvait plus bouger. Il s'est mis à hurler et puis au début, alors je sais pas si ça te l'a fait, mais moi les pleurs d'Arès, au début je pleurais en même temps, je ne supportais pas, pas je supportais pas, ça m'énervait, je supportais pas émotionnellement. C'est exactement ça en fait, j'avais l'impression de subir avec lui. Et donc elles le mettent dans l'IRM, elles me disent vous inquiétez pas madame, au début il va hurler un peu plus fort parce que ça va lui faire peur le bruit, et après il va se calmer, généralement les bébés s'endorment. Il s'est jamais endormi, il a fait que de pleurer tout le long. Ça a duré combien de temps? Ça a duré environ 20 minutes, donc moi pendant les 20 minutes je pleurais en même temps que lui. Et en fait, moi ce qui me faisait peur, c'est que à pleurer comme ça, j'avais peur qu'il s'étouffe. Au final, heureusement tout s'est bien passé. Et pour sortir et me dire du coup ça va, mais alors il y a des images qui sont pas claires, va falloir le refaire. Alors là je dis alors là, vous allez attendre. Ils ont envoyé les images donc à la neuropédiatre. Et la neuropédiatre, donc il faut que je reprenne d'ailleurs rendez-vous avec elle incessamment sous peu. En fonction de ce qu'elle va me dire, si elle me demande de refaire une IRM Arès, je dis non. Moi je veux au moins qu'il ait 2 ans. Mais l'IRM du coup elle était obligatoire à ce moment-là? Alors elle était fortement conseillée. Pour s'assurer que tout était bon, parce que je pense qu'effectivement quand ils font une IRM fœtale, ils voient pas tout sûrement. La preuve c'est que le petit bout de corps calleux il l'avait pas vu. Et donc c'est pour s'assurer qu'effectivement tout se développe bien. Et en parallèle, donc à part l'IRM que peut-être il aura à refaire, et c'est même pas sûr, il est suivi par sa neuropédiatre du coup jusqu'à ses 6 ans. D'accord, ok. Et c'est des contrôles tous les combien de temps? Alors, nous c'est des contrôles donc tous les 6 mois. Et 6 ans parce que à 6 ans c'est l'entrée à l'école, et donc c'est pour voir si effectivement il a du retard d'apprentissage à l'école, potentiellement le TDAH du coup qui sera diagnostiqué à ce moment-là. D'accord, ok, ça marche. Et les contrôles ils consistent en quoi juste en fait elle va regarder qu'il se développe donc normalement, donc par exemple quand on y a été au début, quand il avait 2-3 mois, il s'était contrôlé qu'il commençait à maintenir à peu près sa tête, qu'il arrivait à se relever sur le ventre.
que voilà, que tout se développait bien. Donc je pense qu'effectivement ça va être un suivi sur là prochainement, voir s'il arrive à tenir assis, si il commence à vraiment bien dialoguer, enfin voilà. Typiquement Arès, quand on y a été la dernière fois, je lui en veux pas à la neuropédiatre parce qu'elle fait juste son travail, mais je trouve qu'il y a beaucoup de pression qui est mise quand même aux parents. Quand j'ai emmené Arès, il avait 2 mois et demi, je crois qu'il avait même pas 3 mois encore. Ouais. Donc elle voit qu'il rigole, donc il est en avance sur ça. Il tenait bien sa tête, tout allait bien. Et elle me demande pour les ARE. Et je lui dis écoutez, les ARE pour l'instant il en a fait 1 ou 2, mais c'est pas encore concret quoi. Attends, mais il avait 2 mois et demi. On est d'accord. Elle me dit ok, pas de souci, je reçois le compte rendu. Et il y avait marqué en gros, je sais plus ce que c'était le terme, c'était pas non verbal, mais c'était un truc en gros pour dire qu'il avait du retard de parole quoi. Mais à 2 mois et demi, je ne sais même pas si le gars faisait vraiment mais des ARE à 2 mois et même demi. en dehors de ça, même si c'est l'âge moyen ou quoi aux caisses, enfin. Mais dire retard, c'est quand même un grand mot en fait. Exactement, et surtout en plus avec sa malformation, ça met encore plus la pression, parce que du coup, tout de suite, je vais venir à psychoter. Donc, revenons un petit peu à ta vie de maman. Comment t'investis ton rôle de maman maintenant que t'es chez toi? Je prends les rênes, mais alors naturellement. Ouais, tout vient naturellement. Ouais, franchement. T'arrives à comprendre ton bébé, à comprendre ses Alors, besoins? au début, c'était un petit peu compliqué de savoir pourquoi il pleurait. Je paniquais un peu pour tout et rien. Mais très vite, on a pris nos marques et l'avantage, c'est que avec Raph, on est hyper complémentaires parce que moi, je suis quelqu'un de très stressé, trop stressé. Ouais. Et lui, c'est le côté zen, jour le Donc jour. il arrive à te faire Donc, du coup, redescendre. c'est ça. Et en fait, à nous deux, c'était vraiment l'équipe. Donc vous avez relais, fait quoi. vos marques hyper rapidement. Franchement, on a eu des moments où ça a été un peu plus compliqué que d'autres, mais en règle générale, ça s'est bien passé. Ok, bah ça c'est top. Et du coup vient le moment donc dans toute cette routine de la reprise du travail. Comment tu l'appréhendes? Comment ça se passe pour toi? Terrible. Ouais. Ah, c'est terrible. Très difficile, même avec le temps qui passe, tu dois toujours pas le lâcher. J'ai du mal, même encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal. Je suis toujours sur le qui-vive. Tu vois, au boulot, c'est toutes les 5 minutes, je regarde si la nounou a envoyé une photo. Enfin, c'est vraiment à ce stade-là, quoi. Ouais. Donc, je pleure. Puis, on signe le contrat. Vous faites le choix d'une assistante maternelle? Ouais, parce que les places en crèche, c'est compliqué. Et puis, bon, je me sentais plus de le laisser à une personne qui a en charge que 2 autres enfants, plutôt que les crèches où on entend beaucoup qu'elles sont souvent submergées par les enfants, qu'elles sont pas assez nombreuses et tout ça. Donc là, tu as un contact plus proche, aussi plus humain avec elles. C'est ça, et on a eu la chance de trouver quelqu'un qui nous envoie des photos régulièrement, qui est très à notre écoute, voilà. D'un côté, ça me retire un petit peu un poids, mais j'ai toujours cette boule d'angoisse encore aujourd'hui quand tu le laisses. Ouais, puis c'est. Tu sens quand même qu'il est épanoui et ouais, mais je culpabilise beaucoup parce que j'ai l'impression de rater des moments de son développement, des moments importants dans sa vie et de me dire que quand des fois il est triste et qu'il me cherche, je suis pas là en fait. Et c'est ça qui me foudroie. L'avantage, c'est qu'il a été suffisamment tôt chez l'assistante maternelle pour en faire aussi une figure sécurisante. Ouais, mais du coup, même ça, de me dire ça, ça me brise le cœur parce que j'aurais voulu être là dans tous ces moments-là. En fait, j'aurais aimé pouvoir le garder exclusivement au moins jusqu'à ses 1 an. Ouais, ça aurait été l'idéal. Et comment se passe ton allaitement? Du coup, parce que c'est aussi une question, et moi je sais qu'avec le gars, ça a été un grand truc parce qu'il n'a jamais voulu prendre le biberon, donc alors, le garder impossible. Moi, il prenait le biberon, sauf que du coup, avec toute la pression qu'on mettait, je trouve que l'allaitement au travail, c'est quelque chose qui se fait pas énormément. Et moi, j'ai failli ne pas le faire parce qu'en fait, j'ai essayé du coup de passer à du lait artificiel. Gros échec. Mais alors, échec cuisant, il détestait. Bravo, j'ai essayé plusieurs laits, mais grave, franchement, aujourd'hui, je lui en suis trop reconnaissante. Parce que du coup, je voulais partir sur un allaitement mixte. Continuer mon allaitement le soir, le week-end, etc. Mais chez la SMAT, je voulais qu'il ait du coup du lait artificiel. Je me suis dit, ça sera plus simple pour elle, ça sera plus simple pour moi. Voilà. Échec cuisant. Vraiment, il a pas du tout voulu. On a essayé différents types de lait, différents biberons, des petites tétines différentes. Rien à faire. Ok. Donc j'ai investi dans tout ce qu'il fallait pour tout simplement continuer mon allaitement. Donc mon tir-allaitement. Ouais, donc t'as pris quoi? Tire-lait nomade? J'ai pris tire-lait nomade, 2 sacs isothermes avec des pains de glace adaptés pour accueillir du coup des biberons. D'accord. Parce que du coup t'as pas le matériel pour mettre au frais. Alors il y a un frigo à mon boulot, mais c'est surtout pour le temps de trajet.
C'est surtout pour le temps de trajet en fait, parce que du coup je travaille sur Paris, j'habite en banlieue, donc le temps de faire le chemin, si jamais j'ai des galères de train, enfin je t'épargne les détails, mais du coup que mon lait puisse être conservé bien au frais parce que je veux surtout pas rompre la chaîne du froid parce que sinon il y a un risque qu'il soit malade quand même. Bien sûr. Et un autre sac isotherme avec un fin de glace pour pouvoir transporter de chez moi à chez l'assistante maternelle, pareil pour bien garder au frais. Et un petit set de goupillons portatifs parce que qui dit tir à l'allaitement dit forcément nettoyage de tire-lait. Ouais, forcément. Et puis beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur. Tu t'en poses combien de tirages par jour? 3. 3 tirages par jour? Ouais, 3 tirages. Donc je le mets à téter avant de partir, ou avant que je parte au travail, en fonction si c'est Raph qui l'emmène chez l'assistante maternelle. Et du coup je tire en arrivant au travail et ensuite toutes les 3 heures. T'arrives à maintenir une bonne production? Pour l'instant, je touche ma tête, oui. J'ai eu des petites baisses par moment, en fonction de si j'étais plus fatiguée, plus stressée, voilà. Mais globalement, j'arrive à avoir ce qu'il faut. Alors, l'avantage ou l'inconvénient, maintenant ça va mieux parce que du coup, bébé a bien entamé sa diversification, mais il tète peu en fait la journée. Si Arès prend 90 ml par jour chez la SMAT, c'est une victoire. Ah oui, quand même. Mais du coup, il se rattrape entre guillemets quand il rentre à la maison? Alors, il se rattrape quand il rentre à la maison. Avant de passer à la diversification, il tétait plus. À peine je le récupérais chez la SMAT, il cherchait le sein, tu vois. Ouais. Donc, je le mettais tout de suite à téter et je lui donnais vraiment. Limite, même moi, je le forçais des fois à prendre la tétée. Bon, généralement, il en voulait, hein, il n'y avait pas de doute là-dessus. Et maintenant qu'on a commencé la diversification, ça va un peu mieux. Parce que du coup, il mange. C'est ça, et je trouve qu'il prend quand même bien ses biberons, mieux en tout cas. Oui, ça adapte aussi lui, Ouais. Petit à petit. Donc du coup, ouais, non, j'arrive à. Ce que je tire en tout cas arrive à lui suffire dans l'immédiat. Bah, soit c'est top, ça se passe bien quoi. Ça c'est quand même rassurant. Et toi dans ta vie de femme, comment tu t'adaptes? Est-ce que tu as réussi à retrouver une vie de femme? Compliqué parce qu'au début je me suis beaucoup laissée aller, voilà, forcément j'étais à fond avec bébé, je me maquillais plus, toute la fin de ma grossesse déjà je me maquillais plus parce que j'étais crevée, j'en pouvais plus au bout du rouleau, je me plaisais plus en plus donc compliqué. Et j'ai recommencé à prendre soin de moi en allant chez le coiffeur. J'ai recommencé un petit peu à me maquiller et tout. L'approche à mon corps elle est toujours un peu compliquée. Ouais. Avant que je tombe enceinte, j'avais eu des petits troubles du comportement alimentaire, rien de méchant. Mais que tu avais traité? Alors j'avais pas traité, ça s'était remis à peu près bien. Ouais. Mais je faisais 53-54 kilos. Okay. Quand j'ai accouché, entre la rétention d'eau et tout, je pense que j'étais pas loin des 100 kilos. Ok, d'accord. Vraiment, bibin, quand je t'ai dit Michelin, je déconnais pas, hein, j'étais premier degré. Hein. Et en fait, quand je suis sortie de la maternité, j'ai vu que j'avais perdu très vite. Bien sûr, j'ai jamais tout perdu. Je pense que j'ai bien une dizaine de kilos encore de pris, enfin de plus qu'avant de tomber enceinte. Mais déjà, ça va un peu mieux. La seule chose, c'est voilà, j'ai plus le même corps, j'ai les hanches plus larges, donc les jeans d'avant grossesse, c'est mort. Ouais. C'est en même temps, t'as sorti un enfant, et t'as voilà. porté un enfant. Donc, C'est plus le côté avec les vêtements en fait. J'ai du mal à me rhabiller, à me trouver jolie en fait dans des vêtements. Donc je jongle avec 4 tenues. 4 tenues. T'as trouvé les 4 tenues où je me sens à peu près jolie. Et voilà. Et puis du coup après ouais j'ai été chez le coiffeur. J'ai la chance d'avoir ma grande sœur qui est prothésiste ongulaire, donc du coup elle me fait du semi-permanent, donc ça me permet de pas avoir des doigts juste naturels. Ouais. Et puis voilà. Et mais puis t'arrives à lâcher prise pour prendre du temps pour toi? Je me force. Je me force parce que c'est compliqué et puis c'est vrai que pour Raph c'est pas évident non plus puisque du coup s'il prend pas avec la SMAT les biberons, tu doutes bien qu'avec Raph c'est pareil. Donc il y arrive un peu mieux que la SMAT mais ça reste compliqué quoi. Donc quand je laisse c'est direct il a bu, il a appris quelque chose, est-ce qu'il mange, c'est en fait c'est du stress de le laisser du bon, c'est vrai que vu que tu vois déjà pas autant que tu voudrais. Il y a ça en plus, c'est-à-dire que tu sais, je vais te comparer ça, tu vas comprendre direct. Tu vois, quand tu dors, tu te couches tard et tu dois te lever tôt et tu comptes le nombre d'heures qui te restent de sommeil. Ouais. C'est la même chose avec les heures où je vais profiter avec lui. Tu sais, je compte le nombre d'heures et je me dis, mais là, si je fais ça, du coup, ça me fait 1 heure en moins. Mais du coup, quand est-ce que je pourrais les rattraper? Et en fait, c'est que ça, tout le temps. Tu t'imposes une certaine pression quand même. Donc, un petit peu, ouais. Mais j'ai toujours été comme ça.
Je pense que c'est dans mon tempérament de base de toujours vouloir bien faire les choses au maximum. Et du coup, inconsciemment, ça me met sous pression. Mais franchement, pour l'instant, j'arrive à vivre avec. Oui, puis bon, je pense qu'il y a quand même beaucoup de positifs dans tout ça. Alors, j'aime bien terminer sur une question. Qu'est-ce qui te manque de ta vie d'avant? Et qu'est-ce qui te rend le plus heureuse dans ta vie maintenant? Ce qui me manque le plus dans ma vie d'avant, c'est d'avoir une nuit de sommeil complète. Ah oui, vraiment, on m'a dit exactement la même chose. Ah, tu vois, on est vraiment On est tous en... Vraiment, donnez-moi du sommeil. La dette de sommeil, elle est trop élevée là. Et ce qui me rend le plus heureuse, Arès. Ouais. Arès, Le moment qu'on passe ensemble. Ouais, c'est juste de le regarder, c'est d'être maman en fait. C'est ça qui me rend le plus heureuse aujourd'hui, c'est d'être maman. D'être maman, d'avoir notre vie de famille à nous, ou de me dire, voilà, on a fondé notre famille, genre c'est notre petit bout. Il est là. C'est trop mignon. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Yes. Merci à toi. Merci à toi de m'avoir reçu. D'être venue ici avec ce petit bout qui est juste trop beau. Et oui. Et bravo pour ce rôle de maman que tu remplis à la perfection. Merci, je te retourne le compliment. Et puis toi, ton champion, tu vas avoir du souci à faire, ça va être un sacré casse-cou. Oui, ça va aller. On va se sortir. Mais après, quand tu vois cette petite bouille d'amour, tu peux pas. Oui, non, tu fonds. J'ai juste peur qu'il se tue en fait. Oui, là c'est moins mignon du coup. C'est juste ça. Et toi, tu veux être qu'est-ce aussi? Oh oui, Tu dis non. Si. Oui, je vais faire des bêtises. Ça, des bêtises, je pense qu'il va m'en faire. Alors, je vous remercie d'avoir passé ce temps à nous écouter. Et on se retrouve très prochainement pour le prochain podcast où on recevra Mélodie, la maman du petit Maloé. Bisous.